Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce nouveau rendez-vous. Donc, un dimanche sur deux, on se retrouve et on observe le monde. Donc, on va travailler bien sûr le temps nécessaire, hein. On ne fera pas perdurer ici la playlist au-delà de ce qu'il est important de partager. Et donc, on essaye de travailler dans un format qui est plus court, déjà pour commencer. Même si voilà, tout ne sera pas toujours évident ici d'être raccourci, il faut quand même qu'on prenne le temps d'expliquer certaines choses. Mais donc on essaye en tout cas d'aborder, on va dire, cette observation par chapitre. Donc un thème qui nous porte pendant toute la durée nécessaire, qui est l'emprise en l'occurrence. Et donc différentes facettes ici de l'emprise, ce que ça implique évidemment, les mécanismes et la manière dont ça nous fait interagir ici avec l'extérieur. Parce que l'objectif c'est évidemment, après avoir autant travaillé dans le monde intérieur, c'est de prendre nos appuis ici dans le monde le plus extérieur. C'est aussi l'occasion évidemment de créer les ponts parce que côté ici publication, on aborde les choses par défi. Donc un soleil ici après l'autre avec un point ici d'harmonisation lunaire. Mais en réalité, on suit évidemment ici un fil qui nous permet de passer d'un processus à l'autre. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on a un thème qui va donc traverser un peu ici ce soleil. Et vous verrez qu'assez finalement logiquement, c'est un peu ce que l'on cherche à vous démontrer, c'est que les choses sont quand même suffisamment bien ordonnées, elles sont en fait logiques, elles suivent évidemment ici un fil, une façon de se développer. Donc nous, les enregistrements, ils sont faits en fait ici, tout ce qui traite l'emprise, ils sont faits vraiment à l'extérieur des défis, hein, au sens ici, on va dire, du travail le plus quotidien que l'on mène. Et donc, on les enregistre les unes après les autres, ces vidéos. C'est-à-dire qu'elles sont complètement décorrélées. Là, au moment où on enregistre, on ne sait pas du tout, en fait, quels vont être... Alors, on sait quels vont être les défis, évidemment, parce que cette énergie-là, elle change assez peu. Mais on ne sait pas du tout ce que l'on va aller utiliser comme message, ce qui va se présenter, les cartes, etc. Donc, en fait, c'est complètement ici déconnecté en termes d'enregistrement. Et ça, c'était important quand même que vous l'ayez en tête, hein. Et puis, si tout est bien ordonné, justement, si effectivement on fait bien notre travail quelque part de restitution, eh bien vous verrez qu'en fait ça va s'orchestrer parfaitement et complètement s'intercaler dans les différentes étapes. Mais ça c'est la posteriori bien sûr qui nous le montrera. Mais il ne faudra pas hésiter à garder cette information en tête lorsqu'effectivement vous allez passer tous les 15 jours dans ces écoutes. Et puis on fera bien sûr ici un constat avant de changer de thème pour voir comment les choses se sont articulées et si ce fil aura été évidemment profitable. Donc toujours ce même principe, hein, commentaire ouvert, vous pouvez réagir et interagir ici entre vous, avec nous, poser des questions. Alors les questions évidemment on les collectera, on les mettra de côté parce que les enregistrements auront déjà été faits au moment où les vidéos vont être publiées tout simplement. Mais ça sera l'occasion de collecter et de voir comment l'adresser si cela s'y prête. Et puis de façon générale, il n'y a pas de vérité ici, d'accord ? C'est un partage, ça se base évidemment sur notre propre interprétation de la vérité. C'est une grille de lecture que vous avez la possibilité bien sûr de vous approprier, qui est contradictoire, dans laquelle on peut débattre évidemment. Voilà, c'est simplement le résultat finalement comme le reste de notre travail et donc c'est toujours sujet à caution, c'est-à-dire que rien n'est jamais définitif dans la vie. Il y a des choses qui forcément vont évoluer, hein, c'est ce que crée évidemment un parcours de vie. Mais on espère en tout cas que ça vous donnera de quoi alimenter ici vos propres moulins, vos zones de réflexion, et que ça va soutenir en fait ici tout à chacun dans sa propre progression. C'est le seul objectif ici qu'est le nôtre. Donc voilà, ne figeons pas, ne cristallisons pas les choses au travers de ces écoutes. Soyons tout simplement ouverts et accueillons les choses les unes après les autres.
tentons en tout cas ici au travers d'un point de vue de réfléchir, voilà. Et c'est vraiment ça, on cherche à approfondir ici la pensée, notamment sur un thème comme l'emprise. C'est comment sortir de finalement ce que l'on connaît pour embrasser ce que l'on ne connaît pas. Peut-être qu'il ne nous parle pas dans l'instant, mais comme c'est une playlist et que c'est une bibliothèque, sur le principe ici du travail que l'on publie, eh bien, sur la prise de notes, eh bien, il y a des choses que vous pourrez revisiter en temps voulu. Voilà pour cette intro et vous pourrez la passer. Elle va se répéter jusqu'à ce qu'on sorte de l'emprise. Donc il y a le timer, vous passez, vous revenez sur les parties qui vous intéressent. Tous les timings sont dans le descriptif aussi parce que comme on aborde les choses par étapes au sein ici d'un même thème, eh bien ça va faciliter la relecture. Et moi je vous retrouve dans quelques secondes pour aborder effectivement le thème qui nous concerne aujourd'hui. Alors écoutez, de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous préparer cet exercice pour cette semaine. À l'inverse de ce que je pouvais faire ici dans les capsules du monde intérieur, eh bien évidemment, on est dans le soleil, on est dans l'action, donc j'ai préparé, d'accord ? Donc c'est vrai que, il y a quand même les choses pour qu'elles puissent s'enchaîner, ce n'est pas de la lecture évidemment ici de notes, c'est une prise de notes qui permet déjà d'aller en profondeur, de travailler donc bien en amont ici dans mon propre monde intérieur ce que je désire transmettre. Et donc ça en soi, c'est quelque chose qui est important et qui est d'autant plus important par rapport au thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est qu'on a pour habitude d'être beaucoup ici dans l'action et la réaction. Alors que lorsque l'on veut pouvoir faire transiter les choses et donc les restituer de façon posée, de façon neutre aussi, il y a vraiment une interrogation que l'on doit pouvoir mener en amont pour que lorsque l'on transmet quelque chose ici vers l'extérieur, donc qu'on cherche à créer une forme d'activation ici dans le faire, eh bien ça va toujours être une étape importante que celle de poser les choses, en fait, poser la réflexion et aborder, parce que c'est ce qui nous aidera évidemment ici à aborder les choses dans l'ensemble, dans quelque chose qui est plus complet que l'action-réaction. L'action-réaction, elle ne fait pas appel en fait ici à votre réflexion, elle fait appel à quelque chose qui est beaucoup plus automatique ici à l'intérieur de vous. Et donc si on cherche à se déprogrammer, à ne plus entrer dans une logique très automatique, comme si on nous appuyait ici sur un bouton, eh bien c'est vrai que l'échange, alors ça ne retire en rien le côté spontané en fait ici de l'échange. C'est ce que ce type d'enregistrement aussi tend à démontrer, c'est-à-dire qu'on peut prendre des notes et rester ici dans un mouvement d'échange qui est dynamique parce que avec les mêmes notes, je pourrais faire 3 fois la vidéo qu'elle ne se ressemblerait pas. Mais en revanche, ça m'a permis de poser ici le fait de prendre des notes et de passer donc plusieurs heures à préparer la vidéo. Ça permet de faire le tour de la question, c'est-à-dire que ici on adresse un thème, on adresse une question et donc si on veut pouvoir y répondre de façon juste, de façon neutre, à l'extérieur justement ici de toute forme d'emprise, qui serait notre propre opinion personnelle par exemple, eh bien il faut faire un pas sur le côté. Et donc il faut expérimenter. Cette vidéo elle va s'inscrire dans le taureau, donc il faut expérimenter d'une manière, on va dire, réfléchie, au sens réflexion intérieure. Et réflexion évidemment ici dans la zone cérébrale pour la mise en forme. Okay, donc ça c'est un mouvement qui est extrêmement important. Si vous voulez limiter l'emprise de l'extérieur sur votre propre énergie intérieure, si vous voulez que les choses puissent vous ressembler et que les expériences ressemblent à la dernière version de vous en fait qui a émergé, donc dans l'instant, chaque jour quasiment on pourrait changer de version de nous-mêmes, eh bien ça nécessite d'avoir un temps qui n'est pas immédiat ici dans l'action, mais qui est dans la collecte, la remise en forme finalement ici des choses, pour que lorsqu'elles soient adressées vis-à-vis de l'extérieur, eh bien elles vous ressemblent en tout point. Et donc ce questionnement est évidemment ici complètement sain et devrait être la source ici la plus dynamique de notre comportement. Donc
transition évidemment ici, dynamique de nos comportements. Cette emprise qui s'exerce majoritairement inconsciemment, hein, je reviens ici sur ce qui a été dit la fois précédente. En général, quand on voit l'emprise, on voit que le haut ici de l'iceberg. Mais donc, le niveau d'adhérence de quelque chose qui a une emprise ici sur nous va être au départ assez relative parce qu'elle se base justement sur l'appréciation de nous-mêmes autant que des autres. Donc, on va dire l'appréciation comportementale. Même si par défaut, on va plus facilement regarder le comportement extérieur, donc le comportement des autres. Et déjà, ça nécessite quand même d'avoir pris le temps de comprendre ici que la première personne qui est concernée ici par son existence, c'est soi-même. Donc il y a une conscience de soi, évidemment ici, qui doit pouvoir avoir émergé pour que l'étude, finalement, ici de l'environnement, passe par notre propre comportement et que notre comportement, bien qu'il passe par les autres, ne nous renvoie ici qu'à nous-mêmes. Donc, quand on n'est pas déjà ici dans cette première phase, on va être beaucoup effectivement ici dans le jugement, on va être beaucoup dans une observation alors réactionnelle et qui peut même être extrêmement amplifiée, et bien tout simplement parce qu'on a une grande difficulté à être conscient de nous-mêmes. Bon, alors on a effectivement ici cette idée que être conscient de soi se fait, alors ça va se faire évidemment de façon progressive, mais il y a une forme d'interrupteur et cet interrupteur-là, effectivement, il est porté par l'énergie ici du bélier. Donc, conscience de soi, et à partir du moment où on commence à avoir la conscience de nous-mêmes, alors on a cette possibilité d'être plus conscient de notre environnement, si vous préférez, en passant par l'expérimentation. Mais il y a bien 2 étapes, et ça c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que, notamment dans vos interactions avec les autres, tant que la personne, en fait, elle n'est pas pleinement consciente ici d'elle-même et qu'elle n'est pas pleinement consciente que tout ce qui se joue et sa manière ici d'agir et d'interagir avec l'environnement la concerne et doit l'aider justement ici à porter le regard sur son propre court-circuit, donc il faut quand même que ça franchisse une forme de zone rouge, eh bien, ça va être difficile d'entrer dans une analyse consciente de l'environnement. On va expérimenter, mais tant qu'on n'est pas conscient de soi, en fait, on est rarement conscient de ce qui se produit. On peut l'être, évidemment, enfin, on peut avoir le sentiment de l'être, ça c'est important parce que c'est vraiment ce qui touche à l'impression plus qu'à la réalité. Sauf que cette conscience de l'environnement, elle va aussi passer par les autres. Et c'est là, en fait, ici où se situe la différence. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas consciente d'elle-même et de sa capacité ici d'influence et de son niveau d'emprise intérieure qui se reflète ici à l'extérieur, eh bien, elle va avoir une difficulté d'analyse de l'environnement et donc elle va utiliser le même principe. C'est-à-dire que comme elle n'est pas consciente d'elle-même, elle va utiliser ici l'information que va représenter les autres, donc elle va passer, alors en réalité d'elle-même en elle-même en passant par les autres, mais elle va considérer que le problème se situe à l'extérieur et elle va utiliser le filtre extérieur pour comprendre l'environnement. Donc, on est dans un renforcement du prisme qu'on avait vu effectivement quand on avait abordé il y a 15 jours dans l'introduction le côté collectif, l'emprise collective, eh bien elle va être fort réceptive ici à cette emprise qui est extrêmement collective. Et donc, elle va être dans un niveau d'adhésion autour de cet environnement, de ce qui est affirmé depuis l'extérieur, une adhésion beaucoup plus forte. Ça crée comme une caisse de résonance. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de comprendre. Quand on regarde l'environnement, eh bien déjà, il faut distinguer l'endroit où il y a déjà eu un court-circuit, ce que ce court-circuit, évidemment, ici a conduit. Est-ce que la personne change ici de conception autour de l'expérimentation? Parce qu'on peut aussi être bloqué dans la conscience de soi et avoir une grande difficulté à passer dans cette possibilité, justement, parce que ce n'est qu'une possibilité, donc une probabilité de réussir ici à commencer à marcher dans ce deuxième mécanisme. Et il y a un temps, en fait, ici, entre les deux. Et puis, quand on ne l'est pas, justement, c'est à ce moment-là qu'on a une capacité forte d'expression autour de ça et donc de
de s'approprier ici la vision qui n'est pas la nôtre, dans le fond, et à la propager, en fait. Ça va très vite, finalement. Ici, on va trouver vraiment tout ce qui va toucher le côté colportage. En fait, on colporte. Donc, on emmène les choses de porte en porte. Et ça s'amplifie avec le temps, ça dérive en plus. Et puis souvent, bon, ça se dénature aussi. Hein. La formation première est souvent dénaturée lorsqu'elle est colportée. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, qui est intéressant parce que c'est un peu tous ces mouvements amplificateurs, hein, depuis l'extérieur. Comment amplifier la peur? Eh bien, vous avez ce type de mécanisme évidemment qui se met en route parce que on n'est pas conscient des autres possibilités, donc on va se focaliser sur une en particulier et ça va complètement concentrer notre énergie sur un angle et donc sur une des facettes ici du prisme, quel que soit le rayon que l'on choisit. Et en fait, finalement, on est dans le choix du rayon et non pas ici dans la recherche, qui est une possibilité aussi de dépasser ces terrains les plus connus ou ce que l'on cherche, évidemment, ici à nous projeter, puisque ça reste une projection. Donc, ces interactions, plus on est conscient de soi, plus on est conscient, donc première étape, plus on est conscient, deuxième étape, de cette possibilité d'être conscient de façon différente de notre environnement, donc d'être vraiment acteur de notre expérimentation, et plus ça va nous aider à progresser autour ici de ce mécanisme comportemental qui est au départ vraiment plongé dans l'emprise. Donc on va pouvoir modifier nos interactions, ça ce sera plutôt ici le fil que l'on suivra dans les Gémeaux, pour redéfinir ce en quoi finalement on choisit de se relier avec le Cancer. Donc cette roue de l'initiation, elle tourne vraiment là-dessus et tout se coordonne. Hein. Il y a vraiment ici le sens d'un ordre, si vous préférez. Donc tout part finalement, non pas d'ailleurs de la conscience de soi, hein, quand on plonge ici dans l'extérieur, tout part plutôt de ce que l'on trouve dans le Taureau, c'est-à-dire cette possibilité qui est offerte autour des choix d'expérimentation. Alors on pourra toujours choisir d'être en réaction automatique, ou on pourra évidemment utiliser la conscience de soi et au moins la connaissance au départ. Ok, ben, il va falloir que je prenne conscience de moi pour être capable d'agir différemment. Et donc, d'amorcer en fait ici une forme de virage. Et donc ça passe par l'expérimentation, mais si on voulait utiliser un autre mot, puisque l'expérimentation comprend différentes phases, eh bien on va retomber dans cette fameuse formule. Pour celles et ceux peut-être qui ont lu notre livre, vous allez retrouver exactement cette première étape qui est décrite, qui est le fait effectivement d'apprendre, parce que dès lors que l'on commence ici à travailler en apprenant, alors on peut comprendre, et si effectivement on boucle cette boucle autour de la compréhension, c'est ce qui va nous permettre de tirer l'essence et donc d'intégrer quelque chose. Donc c'est vraiment la formule évidemment ici de la réinitialisation. Mais avant de passer sur cette formule, on va déjà décrypter le apprendre. Donc apprendre, sa racine, c'est une racine qui évidemment contient toujours ce même mot qu'on avait vu ensemble, prendere, donc contient l'emprise. La racine de l'emprise, en fait, elle est présente dans le fait d'apprendre. Donc, il y a une différence, bien sûr, ici, avec le mécanisme de l'emprise. C'est pas parce que la racine est présente que le mot en lui-même ou la façon dont on va interpréter l'information et les choix que l'on va mettre autour d'apprendre ne peuvent pas justement ici créer cette différence. Mais ce mécanisme d'influence que représente l'emprise, il se situe justement dans cette racine qui est apprendre pour nous interroger autour du choix. C'est-à-dire que quand on choisit d'apprendre quelque chose, la première question qui devrait venir à nous, c'est la source finalement ici de cette information qui est portée par l'apprentissage. Parce que apprendre au départ, c'est ce que ça signifie. C'est saisir par l'esprit, c'est étudier. Donc en latin, ça veut dire étudier. Et saisir par l'esprit dans le sens où c'est l'esprit qui va capter ici l'essence d'une information. Donc la question qui sera toujours essentielle lorsque vous chercherez à apprendre quelque chose, quelle que soit la nature ici de cet apprentissage, c'est de vous interroger autour de l'esprit ici qui nourrit cet apprentissage. Donc, est-ce que c'est quelque chose dans lequel on peut se plonger
ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous être bénéfique ou est-ce que c'est quelque chose qui peut au contraire nous enfermer? Est-ce que ça crée de l'ouverture ou est-ce que ça implique toujours plus de fermeture? Et donc si on étudie, c'est pour élargir évidemment ici nos perceptions. Quand on étudie quelque chose, une discipline par exemple, l'idée c'est justement de se développer. C'est donc d'intégrer des nouveaux paramètres dans notre réflexion. Et si on n'étudie plus, par exemple, puisqu'on va beaucoup étudier lorsque l'on est jeune, mais après quand on est à l'âge adulte, souvent le parti pris c'est bon, on sait ce que l'on a à savoir et on n'a plus besoin d'apprendre. On va passer dans une autre phase. Et ici se situe une forme de dégradation, c'est-à-dire que le cerveau en fait a cette capacité à continuer tous les jours à apprendre, donc on pourrait toute notre vie en fait, si on le choisissait bien sûr, continuer d'étudier. Si on y faisait aussi de la place dans notre vie. Mais l'étude, c'est ce qui nous permet vraiment de nous développer dans la zone cérébrale. Et dès lors que l'on choisit de ne plus rien étudier, au mieux, on va dire, ça ne dégrade pas la base qui est acquise et ok, on ne se plonge pas ici dans de la nouveauté. Mais finalement, avec le temps, ça va réduire ici l'élasticité aussi de notre tissu, c'est-à-dire que le cerveau, ça reste ici un organe qui, comme tout le reste des organes, a quand même besoin d'être alimenté par de nombreuses choses. Donc, quand je parle d'étudier, je ne parle pas nécessairement dans un sens scolaire, en fait, ou d'apprendre une nouvelle discipline. Étudier, c'est un peu plus large ici que ça. Et le simple fait, par exemple, de vous observer, c'est de vous étudier à la loupe. Le fait de travailler sur vous est une forme d'étude. Vous vous étudiez vous-même ici. Chemin faisant, vous apprenez d'autres choses qui peuvent déclencher ici un goût dans le fait d'apprendre et donc de choisir ici d'élargir votre horizon de connaissances, même si ça ne vous concerne peut-être pas de façon directe, mais voilà, tous les jours on peut apprendre quelque chose et dans le fait d'apprendre quelque chose, eh bien ce quelque chose peut avoir de multiples formes. Si par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple que je vous avais partagé. Par principe, lorsque j'étais plus jeune, eh bien, on m'a mis une étiquette en tant qu'enfant. Je ne sais rien faire de mes mains, mais j'étais une enfance dite cérébrale, mais pas manuelle. Voilà. Donc on m'a dit, toi, t'es cérébrale, t'es pas manuelle. Et donc, par effet ricochet, assez rapidement, on m'a dit, tu ne sauras pas faire grand-chose de tes mains. C'est pas grave, t'es un peu gauche, t'es pas très douée, voilà. Bon, ça, c'est ce genre de choses ici que j'ai eu dans le miroir. Alors, effectivement, j'ai pris l'étiquette. Vous l'imaginez bien. Si comme on me l'a quand même beaucoup répété, si on considère que je suis cérébrale, ok, moi j'ai eu le nez plongé dans les livres, il y a plein de choses ici qui m'ont été apportées par ailleurs, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que j'ai pas osé expérimenter et m'aventurer dans d'autres domaines. Et donc, il y a, maintenant un petit temps déjà, mais je vous l'avais partagé parce que c'était quelque chose que j'avais à cœur et que j'avais assez peu de temps finalement ici à consacrer. Et donc, je vous avais expliqué que au cours de la période de Noël, donc pas ce Noël-là, en tout cas pas celui qui vient de passer en 2024, mais l'année précédente, je me suis dit pourquoi pas en fait. J'ai envie de pouvoir, ma fille avait l'âge, et donc je me suis dit j'ai envie de me mettre aux activités manuelles. J'ai envie d'apprendre à faire quelque chose de mes 10 doigts en fait, puisque a priori, j'étais pas douée quand j'étais enfant, mais peut-être que ça peut évoluer. Et donc je me suis lancée, évidemment. Mais donc j'ai appris parce que y a plein de choses que je ne savais pas faire, il y a plein de choses que je n'avais pas manipulées. Je ne savais pas utiliser un pistolet à colle ou je ne savais pas coudre. Il y a plein de choses en fait ici que je ne savais pas faire. Mais j'en avais l'envie, c'est-à-dire que j'avais plus envie ici de me dire je ne sais pas faire les choses avec mes mains et j'avais envie de tester. Et je me sentais aussi prête à le faire et donc c'est ce que j'ai fait. Bon, maintenant, je suis toujours aussi cérébrale, c'est-à-dire que j'aime toujours autant lire, étudier des choses globalement. Ça, on en rit souvent avec Stéma. Lorsqu'il n'y a rien de nouveau, je m'ennuie. Donc, il y aura toujours ici quelque chose que j'irai étudier de nouveau.
des tas de sujets qui m'intéressent et j'aime aller les approfondir, vraiment les étudier dans tous leurs angles pour pouvoir m'en faire une opinion. Ça, c'est vraiment le côté très cérébral. Et en parallèle, et même souvent de façon simultanée maintenant, et bien pendant que je fais ça, j'ai mon petit carnet de notes à côté et je suis en train de faire du loisir créatif, on pourrait dire du loisir créatif. Alors en ce moment, c'est effectivement faire des panières, enfin des tas de choses qui donnent des petits gestes comme ça automatiques. Je crée des choses et voilà, donc je suis manuelle et cérébrale ici en même temps. Mais vous m'auriez dit ça évidemment, il y a même encore 10 ans, j'aurais dit oh, jamais de la vie, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Donc cette source ici qui nous nourrit et donc qui va nous porter ici dans un apprentissage, ou au-delà de l'apprentissage, puisqu'il y a quand même ici une forme de projection, ce que l'on nous dit peut faire évidemment ici la différence. Et donc par certains mots qui ne sont pas toujours répétés, mais ce sont des choses qui marquent, eh bien effectivement, on va s'être nourri de quelque chose qui au départ n'aurait certainement pas ici été un sujet pour nous. On aurait peut-être testé des choses de façon très naturelle, mais il y a comme des portes, bien sûr, ici, qui se sont bloquées. Et à différents niveaux ici de notre vie. Là, je vous parlais d'un exemple enfant, mais il y a des choses où les portes, ici même en tant qu'adulte, se sont fermées les unes après les autres. Alors que pourtant, cette zone à prendre, eh bien, elle devrait être, comme l'univers, elle devrait être infinie. Tous les jours est une occasion d'apprendre. Et donc, ça, c'est quand même aussi important dans notre dynamique comportementale. C'est par l'apprentissage et le fait d'apprendre et de choisir d'étudier toujours davantage que vous allez être de plus en plus conscient ici de l'environnement, la manière dont tout cela se développe et se déploie. Et donc, ça augmente vraiment votre compréhension ici du monde dans le sens le plus extérieur. Et on peut le faire évidemment de différentes façons. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui vous nourrit et comment vous choisissez ici de saisir cet apprentissage avec votre propre esprit. Donc, comment modifier et adapter votre façon évidemment ici d'étudier. Donc, être conscient évidemment de notre environnement passe par le fait d'apprendre. Dès lors que l'on choisit ce que l'on veut apprendre, parce qu'il y a ici une décision autour de l'apprentissage, eh bien, on passe donc dans comprendre. Et pour comprendre, c'est un peu comme apprendre. Donc, on a toujours cette même racine de l'emprise. Alors, vous noterez que apprendre et comprendre sont sous emprise, mais une fois que l'on s'en extrait, on est sur intégrer. Et intégrer n'est pas du tout sur la même racine. Mais donc, comprendre peut aussi, selon ce que l'on choisit, peut amener une forme d'emprise ou peut nous permettre au contraire de nous en extraire. Donc comprendre, c'est ce fameux prendere, donc ça ne change pas, c'est le fameux prendre, mais qui est ici additionné avec cum, qui est effectivement le fait d'addition. Donc c'est saisir ensemble, si vous préférez. Comprendre, c'est le fait de saisir ensemble. C'est un ensemble ici que l'on crée qui nous permet de former. En tout cas, c'est l'objectif ici qui est conduit. Pour que l'on intègre, il va falloir que ça forme un tout. Et donc, à partir de la méthode ici que l'on va définir, ce que l'on va choisir d'additionner, eh bien, soit effectivement, on va passer dans la phase intégrée. Et intégrer signifie ici réparer, remettre en état et rendre entier. Soit, et donc c'est la formule évidemment ici de la réinitialisation, soit effectivement, eh bien, comme intégrer dispose d'un contraire, qui va être exclure, eh bien, dans ce cas-là, on va chasser, on va isoler, on va masquer et ne pas admettre ici un élément qui ne pourra pas de fait ici créer cet ensemble. Donc, apprendre et comprendre peut conduire à intégrer à partir des choix d'apprentissage et des méthodes de compréhension ou va nous amener ici à exclure et donc à réduire le périmètre au lieu de l'agrandir, voire de le compléter. Puisque intégrer, c'est aussi le fait d'accomplir quelque chose, donc de pouvoir le terminer. Donc cette réinitialisation, évidemment, si on le prend dans le sens ici du développement de votre pensée, cela peut avoir lieu.
Mais à partir de ce que vous choisissiez, eh bien, ça peut ne pas l'être, en fait. Et donc, soit ça va venir renforcer l'emprise, soit ça va venir effectivement ici vous libérer. Soit vous allez pouvoir vous réaliser, soit en fait, vous allez de plus en plus vous enfermer dans un personnage. À partir de ce que vous allez choisir d'étudier, à partir du choix de l'approche vis-à-vis de cette étude, eh bien, cette méthode saura créer un ensemble. Mais cet ensemble, soit il vous ressemblera ici en tout point, il vous rendra avec le temps entier, il vous permet de vous remettre ici en état de fonctionnement, ou alors effectivement, il peut conduire une forme de dégradation et donc il va vous pousser de plus en plus à exclure certains paramètres, à isoler, à compartimenter ici votre pensée. Et donc, on n'est plus dans la croissance, ici on est plutôt dans ce qu'on appelle la décroissance. Et donc avec le temps, forcément, tout cela va clairement s'appauvrir. Donc intégrer ou exclure, ça évidemment, dans l'appréciation de l'environnement, et bien là, c'est ça qui est important, c'est que être conscient, au-delà, on va retirer l'environnement, être conscient de la manière dont on peut conduire l'expérimentation, c'est ce qui nous rend conscient de ce qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de considérer ce qui nous entoure et de prendre en charge un ensemble de paramètres, ou au contraire, c'est ce qui va de plus en plus ici, non pas simplement nous couper de nous-mêmes, mais nous couper aussi de notre propre environnement. Et donc ça peut atteindre des stades assez critiques. Je refais le parallèle ici avec l'emprise entre le développement personnel et le développement de la pensée. Eh bien, en tout cas de nombreux témoignages, parce que j'ai étudié évidemment ici tout ça pour pouvoir faire ces vidéos. On entend beaucoup le côté sectaire ici de certains courants et je crois vraiment que c'est une réalité parce que à force effectivement de limiter et d'exclure de nombreuses choses, ce que va conduire à faire le développement personnel parce que vous développez votre personnalité, donc vous vous développez autour d'une forme qui n'est pas fonctionnelle déjà en premier lieu. Elle est issue ici de plein de choses qui sont venues s'accumuler et si cette personnalité s'amplifie, ça va rapidement devenir un problème. Pourquoi ? Parce que non content de nous isoler ici de nous-mêmes, donc de nous couper de certaines parts qui ne peuvent pas ici se manifester, ça va amplifier aussi notre côté réactionnel autour de l'extérieur. On va avoir ce sentiment d'être de plus en plus conscient, mais en réalité on sera dans une personnalité de plus en plus puissante, donc de plus en plus ascendante et donc elle va être vraiment dans le côté, on propage en fait ici l'emprise, mais dans une forme qui, avec le temps, est nécessairement de plus en plus idéologique en fait. Et c'est ça qui est compliqué parce que ça n'ouvre pas. En fait, c'est vraiment ici un système de fermeture. Donc, on est de plus en plus dans le prisme. On élargit vraiment clairement le prisme, on va voir aussi de moins en moins de facettes ici dans le prisme et donc on auto-exclut des angles de notre propre réflexion. Ça, voilà, croyance mène toujours ici à une forme amplifiée d'idéologie. Donc ces possibilités ici de réflexion et le reflet de notre propre perception, en réalité est quelque chose d'infini, tout existe. Ici vraiment tout existe dans le monde. Tout est possible et il n'y a que notre propre prisme qui diminue ou s'agrandit, si vous préférez, peu importe l'image que vous allez prendre, dans le sens ici de la croyance, ça va s'agrandir pour ne plus voir qu'une seule facette. Donc on n'aura même plus cette capacité à voir tous les autres possibles et ça nous empêche ici de concevoir les choses d'une autre manière. Donc ça nous piège de plus en plus. Donc ce qui est valable pour l'un est valable évidemment ici pour tous. Les degrés, les nuances vont bouger, encore une fois, à partir de ce que l'on va choisir d'étudier. Mais si vraiment on se porte sur l'étude en cherchant et en filtrant à partir de quelque chose, alors là je vais vous renvoyer à un biais cognitif qui est extrêmement problématique dans nos sociétés actuelles, qui est le biais de confirmation. Plus on cherche à confirmer quelque chose, et plus finalement on filtre complètement et on occulte complètement tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui sont clairement sous nos yeux, mais plus on amplifie le biais de confirmation, et ça la croyance et l'idéologie le confirment énormément, enfin l'amplifie beaucoup ici dans la zone cérébrale,
Et donc, plus on s'enferme, en fait. Et donc, on va faire coller un ensemble ici de choses, et donc tout un narratif à finalement ce qui correspond à notre idéologie. Et donc, on n'est plus dans ces infinis possibles où tout existe. Il n'y a plus qu'une seule chose qui existe, et c'est notre idéologie. Et donc ça, c'est évidemment un esprit qui s'enferme, et il peut imaginer apprendre, mais en réalité, il est juste ici dans l'emprise. Il n'y a même plus de apprendre, on n'est plus que dans le prendre, en fait. On n'est plus que dans prendre des raies. Et ça, bon, voilà, il faut quand même être conscient. Être conscient de l'environnement, c'est être conscient de ça aussi. Et on ne peut pas l'empêcher. Ça aussi, il faut en être conscient. On ne peut pas l'empêcher. Ça ne nous concerne pas, en fait, en réalité. Et chaque personne vit ce qu'elle a à vivre. Donc, on ne peut rien faire. On va parler ici, dans la deuxième partie de la vidéo, sur ce contrôle que l'on ne peut pas exercer, qui serait contradictoire avec ce que vous recherchez ici, on va dire dans le développement de la pensée, qui est vraiment la conscience de soi, la possibilité d'être conscient avec l'environnement, changer et modifier nos interactions pour redéfinir les choses à partir de ce qui nous relie à nous-mêmes. Eh bien, on le verra dans la dernière partie de la vidéo, mais on serait contre ici ce principe si effectivement on était dans l'intervention par rapport ici à l'environnement extérieur. Mais il y a des moyens de se positionner sans intervenir, et c'est cela évidemment ici qu'on verra à la fin. Parce que dans le fond, tout part ici des règles que l'on s'impose. On s'impose beaucoup de règles dans ce monde, énormément de règles. Et là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite ici autour de la différence entre loi et principe. Donc, les règles, qu'on peut aussi appeler lois, en fait, servent au départ, elles sont édictées déjà par l'homme. Pour commencer, elles sont édictées de la main humaine. Hein. Elles ne sont pas issues d'autre chose, qui permet d'appliquer un principe. C'est-à-dire qu'on a un principe, mais ce principe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus conceptuel, qui est une nature en fait, hein. Il se suffit à lui-même. Ici, ce principe, il n'a pas besoin nécessairement de loi ou de règles pour être édicté. Mais pour faciliter son application, c'est un réflexe. On va donc ici, autour d'un principe, avoir plusieurs lois qui permettent, dans le sens le plus opérationnel, hein, donc on a le sentiment que pour que cela fonctionne, il faut déterminer ici des règles. Et ça, c'est très instinctif. Et c'est très lié évidemment ici à la zone cérébrale. On a l'impression que pour que cela fonctionne, cela doit être structuré de la main de l'homme en fait. Et donc il y a une forme de désordre bien sûr ici qui se crée lorsqu'on le fait, tout simplement parce que quand on le fait, on est déjà dans un biais cognitif. Si on reconnaît que tout est en ordre au départ, pourquoi donc ressentons-nous le besoin d'intervenir ? Pourquoi donc ressentons-nous le besoin de contrôler notre environnement ? Et ça, c'est une vraie question, évidemment, ici qu'il faut se poser, parce que la plupart des règles que vous avez l'impression de subir ne sont en réalité que des règles que vous choisissez ici de vous imposer. On cherche à respecter des règles. Que ces règles soient transmises, et peu importe en fait ici la source de transmission, ne change rien. C'est un choix, c'est-à-dire que si on choisit de respecter une règle, c'est parce qu'on choisit de le faire. Et donc ça ne part pas ici d'autre chose que de la morale ou de la zone cérébrale, de quelque chose dans lequel on cherche à s'insérer en fait. Donc si on est conscient de notre environnement, c'est une chose, on ne peut pas vivre à l'extérieur de cet environnement. Si certaines règles sont édictées et qu'elles sont logiques, bon, ok, alors on peut les mettre dans la loi parce qu'on dit c'est comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais certainement que par principe, vous ne les auriez pas transgressées, même si elles n'avaient pas été écrites. Et c'est ça, en fait, qu'il faut chercher à comprendre autour des règles que l'on s'impose. Les règles, elles sont inculquées. Pour bon nombre d'entre elles, elles sont inculquées dès le plus jeune âge. Elles sont majoritairement d'ordre moral, sociétal, dans, on va dire, les modèles aussi, hein, qui vont être par exemple des modèles parentaux. On aime que les choses soient faites d'une certaine manière, ça nous a été transmis et peut-être que l'on reproduit.
On veut que le monde tourne d'une certaine façon. Donc on impose évidemment autant ces règles à d'autres qu'on ne se les impose souvent à nous-mêmes. Parfois, il y a un peu de dichotomie. On a du mal à s'appliquer nos propres règles. On les impose aux autres, mais on a du mal à les respecter. Bon, là, il y a une petite division intérieure supplémentaire. On ne va pas faire le détour par celle-ci, mais on va dire que, dans la majorité des cas, c'est parce qu'on s'impose certaines règles qu'on les impose aux autres, et ça nous paraît ici complètement naturel. C'est tellement bien engrammé à l'intérieur de nous qu'on en a fait vraiment notre propre principe. Mais en réalité, il y a des règles qui sont extrêmement naturelles, qui ne nécessitent pas d'être citées. Par exemple, une règle naturelle pour qu'on puisse se mettre dans un contexte concret, tout ce qui est physiologique, par exemple. Et tout ce qui va toucher donc le cadre le plus collectif et qu'impacte l'ensemble ici des différentes espèces que nous sommes au sein d'un même univers, le jour et la nuit par exemple. Donc évidemment il y a des espèces qui sont plutôt des espèces nocturnes, d'autres qui sont des espèces diurnes, ok, bon, mais c'est physiologique aussi, donc le corps est adapté, tout est adapté en fait ici à la vie nocturne ou à la vie diurne. Donc ce sont des règles qui sont naturelles, qui sont physiologiques. On n'a pas besoin, en fait, ici au départ, de dire je me couche la nuit et je travaille le jour. On va dire que c'est majoritairement comme ça que de toute façon notre corps aurait réagi. On le voit notamment chez les enfants, ils tombent de fatigue, etc. Et puis chez l'enfant, on a besoin de plus de sommeil. Donc à partir du moment où on respecte ces règles physiologiques, et non pas justement purement philosophiques, eh bien on voit que la nature, elle est suffisamment bien faite. Quand on est fatigué, on se couche. Quand on a besoin de repos, on se couche. Quand on ressent une douleur physique, on l'écoute. On essaye de voir comment y remédier. Et tout cela, en fait, on n'a pas besoin de nous l'apprendre, on n'a pas besoin que ce soit dans un bouquin. Alors, on peut évidemment ici faire des rappels, parce qu'il y a tellement d'autres règles que peut-être on oublie les règles les plus essentielles et les plus primaires, mais tout ce qui relève, en fait, ici du besoin primaire, il n'y avait pas besoin que ce soit écrit. Si on se fait mal, on a besoin d'être soigné. Si on a faim, on a besoin de manger. Tout ça relève quand même de quelque chose qui s'est passé d'écrit, en fait, globalement. Alors après, il y a le reste. Voilà, il y a le reste. Et donc, tout ce qui n'est pas physiologique, effectivement, a priori, a nécessité que l'on édicte ici de nombreuses choses. Pourtant, je pense que, toujours sur ce même principe, dans un sens très naturel, quelque chose qui est spontané. Et donc, on observera évidemment ici la partie enfant dans une des vidéos, mais globalement, un enfant, il fait les choses, on va dire, il est très conscient de son environnement, en fait, en réalité. Alors, il n'est peut-être pas conscient de l'environnement au sens, justement, moral, que les adultes cherchent ici à lui inculquer, mais il est très conscient de ce qui l'entoure. Il est beaucoup plus au contact, ici, de la nature que les adultes. Il a des réactions qui sont, en fait, justement, en dehors de toute condition. Et nous, en tant qu'adultes, on va lui donner plein de conditions. Mais l'état le plus naturel qu'on puisse observer dans l'espèce humaine, c'est quand même ici l'enfant. Alors, il y a des exceptions. Un enfant qui va se retrouver dans justement un espace dans lequel le côté physiologique, par exemple, n'est pas respecté, notamment l'intégrité de son corps, etc. Là, c'est très différent, en fait. Mais ici est l'exception et non pas la règle. Et puis, c'est l'environnement, ici aussi, qui crée de nombreuses choses. Donc, ce sont les dérèglements de la société des adultes qui vont venir dérégler l'enfant. Donc il ne faut évidemment pas inverser la charge. Quelque part, cette page blanche qui naît, elle est vraiment blanche, bien sûr. Et donc on fera le développement de l'enfant, je vous expliquerai comment les choses se mettent en place petit à petit. Je pense que c'est très important de le comprendre, parce qu'il y a vraiment cet état page blanche. Et puis après, non, il y a forcément plein de choses ici qui viennent s'ajouter. Mais ces règles que l'on impose, et ce que l'on s'impose, eh bien, on devrait avoir cette capacité, évidemment, ici, de les remettre en question, et on devrait s'interroger. À défaut de les étudier, on devrait saisir par notre esprit ce qui conduit ici le fait d'édicter la règle, et de considérer, est-ce que, effectivement, cette règle, je dois impérativement me l'imposer?
Et donc libérer ces formes de barrières que l'on s'impose ou qu'on l'on ressent devoir être imposées ici par les autres, eh bien là, il ne tient qu'à nous au moins de les questionner. Et on peut expérimenter, c'est-à-dire que quand on questionne ici quelque chose, eh bien, il ne s'agit pas d'opérer dans le sens de réponse toute faite. On ne devrait jamais accepter ici que l'on nous impose une règle qui traite par exemple ici d'une exception. Ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est ce qui finalement réduit l'espace pour le collectif, alors que ça ne concernait certainement qu'une certaine sorte, si vous préférez, parce que l'exclusion, ce qui est infiniment petit ne doit pas prendre le pas sur ce qui est infiniment plus grand, sinon évidemment ici on s'appauvrit, on entre en restriction et on crée vraiment des goulots d'étranglement. Et donc on devrait pouvoir avoir le choix d'expérimenter et d'éprouver ici le résultat et de décider. Mais majoritairement, quand on s'impose ce genre de règles, donc encore une fois, il ne s'agit pas de vivre à l'extérieur, hein, c'est pas du tout l'idée. Mais pourquoi respecter une règle si effectivement ça ne nous met pas... en tout cas, pourquoi focaliser notre attention dessus? Il ne s'agit pas de contourner la règle, mais la règle, elle a forcément un but. Et si finalement on n'est pas dans la limite ici de ce but, c'est pas qu'elle ne s'applique pas à nous, c'est que c'est juste sans objet au regard de notre propre contexte. Donc il y a des tas de règles qui nécessiteraient évidemment ici d'être réévaluées. Et majoritairement, l'effet que cela a lorsqu'on ne le fait pas, c'est que ça entrave ici notre cœur parce que elle ne s'impose que pour un besoin ici de contrôle. Donc, il faut comprendre ce que veut dire l'entrave du cœur. L'entrave du cœur, le besoin de contrôle, hein, c'est ce qui entrave notre cœur. Il faut revenir à l'essence, évidemment, ici, du mot contrôle. Le mot contrôle, dans sa racine, c'est donc contra, donc contre, si vous préférez, et c'est rotulus, qui veut dire rouleau, en fait. Ici, en latin, rotulus, c'est rouleau. Donc, c'est la contraction ici, c'est contra rotulus, donc c'est contre le rouleau. Le rouleau, donc rotulus, a été raccourci ensuite dans le langage courant en rota, la roue. Et donc, symboliquement, ce que ça représente, entraver son cœur pour un besoin de contrôle, c'est bloquer sa roue, en fait. C'est empêcher sa roue de tourner. Donc, lorsqu'effectivement, on nous impose des choses que l'on cherche ici à nous contrôler, ou lorsque nous-mêmes nous imposons des choses et que nous cherchons ici à contrôler, le seul effet que cela a, c'est d'entraver le cœur, donc entraver son propre cœur ou entraver le cœur de l'autre, et donc c'est empêcher ici la roue de tourner. C'est pas nécessairement la fonction de la règle, en fait. C'est simplement une manière ici d'utiliser la règle. C'est-à-dire que sur la base du principe qu'il y a nécessairement besoin d'une forme pour pouvoir être employé, un seul principe est bien trop conceptuel pour qu'on puisse expérimenter, il n'est pas faux de dire qu'on pourrait ici avoir un système de règles. Mais si et seulement si les règles qui, pour être justes, ont besoin de pouvoir être modifiées, doivent être révisables, voire supprimables lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, si on est dans un système qui est dynamique et qui permet justement de toujours rester dans ce mouvement du principe qui évolue et donc de la nécessité de réviser de façon régulière, donc de critiquer aussi la règle. Dans le côté critique, j'entends quelque chose de positif, c'est-à-dire mettre en doute, s'interroger, parce que le résultat de nouvelles expériences devrait permettre au fur et à mesure de faire sauter justement ici ces entraves. On les met en place pour un besoin de progrès, et lorsque ce progrès s'est produit, eh bien on fait disparaître la règle. Et je vous ai parlé la dernière fois des mots en isme, c'est la même chose en fait, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on a besoin de passer par le prisme pour étudier quelque chose. On a besoin d'étudier quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais prendre l'exemple du féminisme. Oui, en fait, il y a un moment donné où c'était très utile, c'était très important parce que les femmes n'avaient pas de droit ici. On ne pouvait pas voter, on ne disposait pas de notre corps, on était sous le joug de nos maris, de nos frères, de nos pères, etc. Donc,
elle n'était pas un être à part. Il y a eu toute cette période de temps, et relativement, ça s'est arrêté très récemment en fait. Donc, on va dire que après la guerre, tout cela a terminé ici de se mettre en place. On a pu vraiment prendre notre place. Alors, lorsque c'est fait, eh bien, ça ne doit plus exister. C'est-à-dire que si notre place est créée, après, c'est à nous de la construire ici dans le temps. Et certainement pas à un mouvement qui perdure et qui impose et édicte les règles et mettre d'autres choses sous emprise pour servir la cause qui n'en est plus une, ça paraît quand même assez dingue, assez fou. Et ça, en fait, on l'a sur globalement tous les sujets. On en fera une vidéo, mais ici, on l'introduit parce qu'on l'introduit par la règle qui ne bouge plus. Donc, certaines causes peuvent être utiles parce qu'elles défendent justement l'application d'un principe et permettent de faire bouger les lignes. Mais une fois que les lignes ont bougé, c'est juste une nouvelle réalité. Et donc, pourquoi aurions-nous besoin ici de maintenir quelque chose qui a permis de conduire à une nouvelle réalité? Ici, on entrave vraiment la roue du progrès. C'est-à-dire qu'il y a probablement d'autres choses qui nécessiteraient d'être prises en charge. Et à un moment donné, on est dans une accumulation et ça devient très cacophonique. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on vit. Dans cette époque, on vit énormément de choses dichotomiques, cacophoniques. Donc, j'aime pas le isme. Mais là, bon, pendant quelques vidéos, je pense que je vais aimer plutôt d'utiliser le hic parce que oui, c'est un gros hic quand même. Ça finit vraiment par être, alors, visible évidemment, mais voilà, comme ce petit bruit de fond, cette espèce d'acouphène qui est dérangeant et en permanence. Et c'est vraiment ce que ça crée, en tout cas, de mon côté, cette espèce d'acouphène où, franchement, là, on se dit, bon, c'est bon, on va peut-être pouvoir un tout petit peu nettoyer la base, parce qu'il y a des tas de choses dont on n'a plus besoin, et on n'a plus besoin que ça monopolise ni notre attention, ni notre effort. Donc ça, on pourra toujours se mettre un pas sur le côté pour ne plus immobiliser notre effort, pour choisir justement ici de conduire l'application d'un autre principe à partir de nous-mêmes, où là, on va prendre finalement le meilleur pour pouvoir faire tourner cette roue et conduire les choses de façon modifiable, révisable, etc. Et donc s'appliquer finalement ici, non pas ces règles, mais une façon vraiment très concrète d'être dans l'application. Et ça peut très très bien marcher. Mais c'est vrai que bon, voilà, on ne vit pas à l'extérieur, donc il y a quand même ici des choses qui, quoi qu'on en dise, finiront par nous impacter, ou en tout cas par déborder sur nous, par le simple fait d'être présent dans cet environnement. Et la seule solution serait de s'en exclure. Mais alors là, dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans l'intégration. Donc on est dans la décroissance, forcément. Avec le temps, ça ne nous nourrirait plus, en fait. Cette question s'est parfois posée. Pourquoi, effectivement, ne pas... Allez, on prend les affaires, on va en haut d'un temple, et puis on laisse tout ça derrière nous. Bien parce qu'avec le temps, ça va amener une décélération ici à l'intérieur de nous. On va complètement se déconnecter de l'expérimentation. Et si on s'est incarné dans un corps, c'est pour expérimenter. Ce n'est pas pour refuser l'expérimentation. Même si cela peut paraître difficile, on est là justement pour faciliter l'intégration et pas pour créer plus d'exclusion en fait. Croissance et décroissance. Alors soit on se tourne évidemment vers la croissance, soit on accepte la décroissance. Mais ça, après, c'est tout à chacun qui fait son choix d'expérimentation. Je crois que majoritairement, si vous m'écoutez, vous êtes plutôt ici sur un chemin de croissance. Et donc, ceci explique aussi cela et j'espère que ça vous apportera une forme de réponse. Donc, travailler de cette manière-là vis-à-vis de soi-même, c'est libérer évidemment son cœur et ne plus remettre d'entrave. Si vous avez des projets, c'est la même chose. Si vous êtes dans le principe de faire ce que vous êtes à de multiples possibles, et donc, dans le fond, peu importe la manière dont vous choisirez, les possibilités sont infinies. Et comme tout existe, vous pourrez faire aussi tout exister. Mais pour ça, voilà, il faudra régulièrement revisiter les règles que vous allez ici vous imposer. Il faut s'en imposer quelques-unes pour mettre en application. Et lorsque c'est plus nécessaire, il faut s'en séparer. Et c'est la même chose, voilà, encore une fois, comme je prends l'exemple d'un projet, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont vous plaire, et puis il ne faut pas attendre que ça ne vous plaise plus pour continuer à créer, ou pour continuer, voilà, à imaginer des nouveaux possibles, parce que, au bout d'un moment, vous allez aussi décroître, en fait, ici autour de ça. Donc, pourquoi choisirions-nous de limiter la vie? C'est ça, en fait, dans le fond, que ça veut dire. Empêcher la roue de tourner, c'est empêcher la vie ici de circuler.
Et donc, on va empêcher la vie de tourner avec des règles et des choses que l'on s'impose ou des choses qui vont rester statiques. Le doute peut nous permettre, et ça sera extrêmement sain ici, pour que notre comportement, d'une part, ne soit pas entravé, que l'on ne se barre plus la route, même sans en avoir conscience, et puis surtout que l'on n'entrave pas, évidemment, ici les autres. Alors ici, je voulais terminer la vidéo en faisant un petit détour. Un petit détour justement sur cette extension des règles qui vont avoir tendance ici à entraver les autres, même si ce n'est pas forcément notre souhait, et en même temps voir comment on peut interagir sans entraver ici les autres. Donc, on va travailler autour de différentes positions. Je vais vous donner les positions et ce que je vous propose ici, c'est vous pouvez mettre en pause et vous positionner autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a 4 postures et vous dire, ben voilà, ou le faire a posteriori, coupez pas la vidéo, mais revenez dessus. Après, le problème, c'est que vous êtes dans une forme d'influence si vous le faites, parce que je vais vous donner les définitions. Mais peu importe, vous pouvez jouer le jeu, c'est-à-dire vous pouvez mettre en pause et vous allez regarder en fonction des domaines, peut-être en fonction des personnes, peut-être en fonction des circonstances, où est-ce que vous interagissez par rapport à ce relationnel extérieur. Donc il y a 4 positions, il y a aider, il y a soutenir, il y a conseiller et il y a orienter. Donc dans quel domaine ou pour quel motif ou avec qui vous avez ce ressenti ou ce besoin d'aider en fait. Et vous notez dans quelles circonstances, avec quelle personne ou dans quelle interaction, si on fait les choses de façon plus large, vous ressentez que vous êtes en train de soutenir ou que vous êtes soutenu. Évidemment, ça peut aller dans les 2 sens, donc vous pouvez le faire dans le double sens. Aider ou être aidé, soutenir ou être soutenu, conseiller ou être conseillé, orienter ou être orienté. Et ça, cet exercice, vous allez voir que vraiment, il va vous apprendre énormément de choses sur vous. Donc vraiment, je vous conseille de le faire avant d'entendre ici les définitions. Et une fois que vous aurez entendu les définitions, vous pouvez refaire le travail a posteriori, parce que ça va vous aider évidemment ici à tirer des informations, donc à apprendre, à comprendre et probablement pour certains à intégrer des choses. Mais dans le principe ici de régulièrement revoir les choses que l'on s'impose, eh bien ça va être aussi de les revisiter. C'est très important, c'est comme un reality check en fait. C'est vraiment entrer dans ce reality check avec ces 4 positions. Et vous allez voir que c'est un outil qui est puissant parce que à ce moment-là, ça vous apprend autant sur vous que sur les autres et surtout sur la nature de l'interaction. Et là, ça vous rend extrêmement conscient de votre environnement et de la manière dont vous interagissez ici avec cet environnement. Donc moi, maintenant, je vais vous expliquer les différentes postures. Aider, soutenir sont 2 postures qui conduisent ici, donc non pas à un même résultat et qui n'ont absolument évidemment rien à voir, mais qui semblent semblables. C'est-à-dire que aider ou soutenir, ça nous semble semblable. Quand on va utiliser « moi j'ai envie d'aider » ou « moi j'ai envie de soutenir », on n'a pas la portée ici du mot, on ne se rend pas nécessairement compte de ce que ça sous-entend. Et conseiller et orienter ont cette même particularité, d'être semblables sans pour autant adresser les choses d'une même manière. Donc, on va avoir tendance ici à aider les autres ou à s'estimer dans le fait d'aider, c'est-à-dire à la fameuse question « qui aidez-vous » ou à quel point êtes-vous aidé, eh bien peu importe, ici on est dans le syndrome du sauveur. Ça c'est important parce que c'est important de l'avoir en tête, ce syndrome, on en a parfois parlé dans les vidéos sur le monde intérieur, c'est un syndrome assez délicat, ici qui a de nombreux effets. Donc si on ressent le besoin d'aider quelqu'un ou si on a besoin d'être aidé par quelqu'un, eh bien effectivement on va aller faire appel ici au syndrome du sauveur. Parce que le mot aider dans sa racine signifie secourir et assister. On ne le fait que lorsque l'on s'estime supérieur ici à quelqu'un. C'est-à-dire que si on ressent le besoin de sauver
la personne ou si on a besoin d'être sauvé, c'est parce qu'on ne s'estime pas suffisamment pour pouvoir se sauver soi-même ou qu'on a l'impression que l'autre ne va pas réussir sans notre aide. Et donc, en fait, tout ça ne renvoie qu'à l'ego. On s'estime supérieur pour offrir de l'assistance. Sinon, pourquoi le ferions-nous, en fait? Si ça ne résonne pas, on ne va pas utiliser forcément le mot aider. On ne va pas avoir l'impression d'assister quelqu'un. Pourquoi donc cette personne aurait-elle besoin de notre assistance? Et le syndrome du sauveur a la particularité de justement donner. Donc à partir du moment où on donne, eh bien ça implique de recevoir. Donc ce n'est jamais un geste qui est désintéressé. Quelqu'un qui veut nous sauver, ce n'est jamais un geste désintéressé. Et si vous avez envie de sauver quelqu'un, ce n'est jamais un geste ici désintéressé. Par contre, la position qui vous permet ici d'être dans quelque chose de semblable, dans l'intention consciente, si vous préférez, mais qui n'est en rien similaire dans l'énergie qui est portée, c'est soutenir. Et donc soutenir, dont la racine effectivement signifie tenir par-dessous, eh bien c'est ce qui permet de maintenir une position qui, sans effectivement ce soutien par-dessous, permettra à quelque chose de s'affaisser. Donc c'est une position qui est nécessairement temporaire, ça déjà c'est très important, parce que si elle ne l'est pas, elle va dégrader la personne qui soutient et donc qui maintient, donc qui produit l'effort en fait ici pour une autre personne, donc ça ne peut pas fonctionner ici dans le temps. On va se substituer à quelqu'un qui n'a pas la force ici dans l'instant pour lui éviter tout simplement la chute. Donc on n'est pas en train de l'aider, on n'est pas en train de le secourir ou de l'assister, on est en train tout simplement de faciliter quelque chose qui n'a pas vocation ici à s'effondrer. Et donc, par exemple, quand quelqu'un ici est extrêmement bouleversé, qu'il n'a plus la force, par exemple, de se lever, eh bien oui, soutenir en fait est extrêmement juste. C'est prendre le relais le temps que la personne puisse de nouveau, par exemple, ici se lever. Et ça, bon, quelque part, c'est davantage quelque chose qui est une qualité que ce n'est un geste intéressé. Donc inconsciemment ici, aider, c'est être intéressé. Ou être aidé, c'est que la personne est intéressée par quelque chose, alors que soutenir, c'est simplement se tenir aux côtés de quelqu'un pour ne pas qu'il tombe. Et ça ne peut être que provisoire. On ne peut pas porter quelqu'un sur nos épaules, ici, durant une longue période. Donc, la personne, il faut simplement qu'elle puisse, par ce soutien, retrouver la force qui lui manque et qui fait qu'elle s'affaisserait, effectivement, ici, sans ce soutien. Donc, ce n'est pas du tout la même posture, ce n'est pas alimenté de la même, ici, énergie, intention. Il y en a une qui cherche quelque chose, qu'on soit d'accord ou pas, en fait, ici. C'est pas le sujet, c'est l'énergie que ça porte qui est importante, et donc c'est la prise de conscience qui doit se faire ici autour de ça. Et donc ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas soutenir, justement c'est pour ça qu'il y a un contrepoids ici qui est proposé dans cette discussion, c'est que l'idée n'est pas de délaisser qui que ce soit, mais c'est une manière ici de soutenir qui ne produira évidemment pas le même résultat entre secourir et assister quelqu'un, ce n'est pas lui redonner de la force, c'est s'estimer supérieur. Et donc, il n'est pas possible pour lui de le faire, donc je le fais ici à sa place. Il a besoin que je sois là. Et donc, effectivement, il y a cette notion aussi de besoin, et ça nous renforce beaucoup l'ego, en fait, quand on le fait. Et donc, on a quelque chose qui est similaire avec conseiller, évidemment, ici orienté. Donc, conseiller, c'est du verbe consulere. Donc c'est délibérer, c'est examiner en fait ici pour décider. Donc on est dans la posture de jugement. Donc on a aidé qui est un syndrome de sauveur et on a ici conseillé qui est la posture ici du juge ou du jugement. Donc on donne notre avis, hein. Quand on conseille, c'est ce que l'on fait. On donne notre avis. Alors, j'ose espérer lorsqu'on sollicite ici une opinion, mais c'est pas obligé non plus. C'est-à-dire que on va dire, c'est déséquilibré, mais c'est pas amplifié, eh bien, quelqu'un nous sollicite, donc on vient nous tenter ici d'adopter une posture de jugement. Alors, on va y répondre. Et dans le cas le plus amplifié, en fait, et ça, vous pouvez l'observer, il y a énormément de gens qui nous donnent un avis sans qu'on le sollicite. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est plus fort encore. Évidemment, cette forme de projection
c'est extrêmement partial. C'est un rapport ascendant, hein, de la même manière ici que l'aide. Cette interaction, une personne qui va donner son opinion, sollicitée ou non sollicitée, ce rapport ascendant et cette emprise est plus forte encore lorsque ce n'est pas sollicité. C'est même très fort en fait, parce que c'est très partial. Et lorsqu'on sollicite, bon, bah là on est plutôt dans un jeu, quoi. Je veux dire, c'est à un moment donné, si on nous demande effectivement un avis et qu'on tombe quelque part dans, je veux dire entre guillemets, dans le piège de la vie, eh bien effectivement, on est vraiment en action-réaction, on est vraiment dans un jeu d'âme. En revanche, et quelqu'un notamment qui nous sollicite, il y a une autre posture, évidemment, qui ne serait pas celle du jugement. C'est celle de l'orientation. Orienter. Orienter a, comme l'emprise d'ailleurs, une double racine. Ça vient de oriri, qui signifie se lever, et ça vient de oriens, qui signifie orient. Donc c'est un rapport direct avec le fait de faire lever le soleil. Et donc conseiller, ça va être jugé. Orienter, c'est permettre à un soleil ici de se lever. Donc, si effectivement vous reprenez cette combinaison dans un autre sens, puisque orienter, c'est le fait de pouvoir permettre ici un nouveau placement, une nouvelle direction. C'est un rapport direct évidemment ici avec les points cardinaux. Donc c'est la mise en place ici d'une dynamique de choix. Quelqu'un qui vient vous solliciter, si vous prenez la peine de l'orienter, en fait, vous créez un mécanisme d'ouverture, vous lui donnez des directions potentielles, de façon ici non plus partiale comme le jugement, mais en montrant finalement que tout existe en fait. Et donc que finalement, on montre l'orientation d'un choix. D'ailleurs, on peut expliquer comment faire un choix, qu'est-ce que tu ressens. Pose-toi ces questions-là. En fait, on aide quelqu'un à se questionner. Hein. L'orientation, c'est ça. Et donc, ça responsabilise. Ici, évidemment, la personne, on la traite vraiment d'égal à égal lorsque l'on fait ça. Il n'y a pas de prise ici ascendante. On la place, on l'aide en tout cas à venir se positionner dans quelque chose qui relève de l'autonomie. Et puis, on la laisse faire. C'est-à-dire que ici n'est pas exprimé un avis ou une opinion. On exprime des possibilités, des sens de direction potentiels et une manière en tout cas ici de se placer. Donc ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Donc aider ou conseiller, c'est ce qui va permettre évidemment des jeux avec une emprise. Et ce que l'on tire, lorsque l'on est cette personne qui aide et qui conseille, en général, on en tire bonne conscience. Aider quelqu'un ou conseiller quelqu'un, même s'il ne nous l'a pas demandé, vous verrez souvent que les personnes en sont assez contentes. Et c'est à ce moment-là où il faut s'interroger, c'est-à-dire que si aider ou conseiller amenait la solution, alors ce serait ici différent, c'est-à-dire que, et c'est ça en fait qui est dans l'emprise de aider, conseiller, c'est qu'en fait on alimente ici un système d'une personne qui n'arrive pas à s'extraire de quelque chose en imprimant toujours plus, en lui laissant penser que finalement elle ne pourrait pas se débrouiller en autonomie, et donc on ne conduit pas du tout la résolution. Aucune aide ici administrée de la sorte ne peut fonctionner. Aucun conseil, aussi bon soit-il, ne saura coller ici 100% à quelqu'un. Chacun a besoin de trouver ses propres solutions, décider de ses orientations. Et puis oui, il y a des jours ici ou des événements de vie qui nous font nous effondrer. Donc oui, en fait, on aurait besoin ici de ce soutien, mais certainement pas de l'aide dans le sens ici du sauveur, quelque chose qui provisoirement va nous donner la force tout simplement ici de nous relever. Et donc c'est vraiment pas la même posture. La seule chose qui va nous faire inconsciemment aider ou conseiller, c'est la morale. On nous répète, on nous rabâche qu'il faut aider les autres, que on a besoin effectivement ici, lorsque l'on ne sait pas quelque chose, qu'on a besoin d'être conseillé. C'est très communément admis ici dans notre société, mais c'est issu de la morale en fait, d'un système de valeurs qui repose sur des règles, donc sur des lois, qui ne relèvent plus ici du principe. Et on a oublié en fait ici la racine du principe. Et souvent d'ailleurs on le prend comme excuse
parfois pour justifier justement que l'on soit dans l'aide ou dans le conseil. On peut le prendre aussi comme excuse de cette décadence que l'on peut observer, de cette décroissance, alors qu'en réalité c'est la somme ici de ces comportements dans des dynamiques toujours plus cachées, plus masquées, des choses toujours plus inconscientes. Et c'est cette absence en fait ici d'étude, un esprit qui s'appauvrit, un cerveau qui finalement s'amoindrit, qui nous empêche vraiment clairement de nous développer. Mais souvent cette excuse, par exemple, vous entendrez tout le temps, en fait, je crois, enfin vous pourrez le commenter d'ailleurs, que finalement si tout va mal, c'est parce qu'on est humain. En fait, on est humain, alors ça c'est devenu quasiment une insulte. Sauf que si la majorité des personnes qui l'employaient savaient ce que voulait dire humain, je crois qu'en fait, il y aurait un respect différent ici porté sur les choses, un regard, et donc finalement, ce besoin de valeur et de moralité qui est systématiquement imposé sauterait de lui-même. Parce que humain, en réalité, ça vient de la racine humanus, qui signifie bienveillant, cultivé, civilisé. Donc, si l'humain est le problème, eh bien, pourquoi est-ce que ça signifierait ici être bienveillant, cultivé, civilisé? Et quand vous regardez la définition, c'est ce que l'on appelle l'attribut de l'espèce, ici, dite humaine. Ces attributs sont la bienveillance, la capacité ici à se cultiver, donc à se développer et à pouvoir être dans une structure civilisée. Donc non, en fait, ici le problème n'est pas l'humain, le problème c'est la moralité. Et ce sont effectivement pas les mêmes sens ici de direction, parce que être humain, et plus vous allez être humain, et plus vous allez au contraire être dans cette bienveillance, dans cette culture, parce que vous allez pouvoir cultiver justement ici votre esprit, et donc c'est ce qui va agrandir votre capacité à être toujours de plus en plus dans cette civilité, et ça caractérise vraiment ici cette espèce de ce corps qui est le nôtre. Et ça, c'est en ordre avec la nature. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important, parce que souvent, on caractérise l'humain en disant qu'il met le désordre dans la nature. C'est pas l'humain, en fait, ici, qui met le désordre dans la nature. C'est l'interprétation de l'humain vis-à-vis de l'humain, ou ce qu'il identifie être l'humain, qui pose problème. Mais en réalité, il n'en est pas un. Lorsqu'il le fait, il n'a aucun des attributs de cette espèce. Lorsque l'on est dans le jugement, lorsque l'on a l'impression ici que les autres ont besoin de notre assistance, que l'on doit les sauver, on n'est plus en fait ici dans les attributs de notre espèce. Et on ne regarde plus l'autre non plus dans ces mêmes attributs. Donc on dénature complètement au travers de notre propre prisme, de ce que l'on a accepté, de ce que l'on s'est auto-généré comme perception, qui fait que cet humain, cette espèce ici qui a toute sa place dans cet univers, si et seulement si elle respecte sa nature, c'est-à-dire si elle l'embrasse, si elle s'en saisit en réalité, eh bien l'ensemble ici de ce monde serait en ordre. Alors je peux complètement comprendre que ce point de vue soit très contradictoire avec tout ce qu'on peut entendre, et y compris encore une fois dans des thèmes similaires qui sont traités un peu partout. Ce n'est pas une vérité absolue, ça n'a jamais eu cette vocation, mais c'est vraiment ici mon intime conviction. Et je me suis souvent interrogée, c'est-à-dire que voilà, je reviens ici sur ce point de l'étude, je pense que c'est très important. Je me suis souvent interrogée, est-ce qu'on a réellement notre place? Est-ce qu'on n'est pas en train de déstructurer? Et finalement, je me suis dit, ce petit bijou d'ingénierie, c'est souvent comme ça que j'appelle ici le corps humain, ce petit bijou d'ingénierie, est-ce qu'il n'est pas trop puissant pour les petits esprits que nous sommes en fait? Parce que en fait, il y a toujours eu cette différence entre la capacité ici du corps, la capacité de l'espèce ici qu'est l'humain, qui est assez extraordinaire en fait. Des choses sont assez extraordinaires avec notre corps, mais voilà ce que l'on en fait en fait. Et donc, j'ai souvent eu de la difficulté à comprendre, et en même temps, à chaque fois que j'ai entendu cette excuse, oui mais ça c'est parce que voilà, on est humain, on est mauvais,
ça a toujours fait ce tic dans la tête. Voilà, je vous expliquais les fameux tics, ces espèces d'acouphènes, ce truc qui me gêne à l'oreille où je me dis mais ça m'agace. En fait, il y a quelque chose vraiment qui à chaque fois me fait réagir. C'est gênant. Il y a quelque chose quand j'entends ça qui me gêne profondément. Et donc, une des raisons qui fait que j'ai beaucoup apprécié de préparer cette capsule et d'aller au fond justement des choses, c'est que, eh bien, forcément, au gré de ma préparation sur tous les thèmes que sont l'emprise, il a fallu que je revisite ce sujet-là. Est-ce que l'humain réellement est le problème? Est-ce que c'est le fait d'être humain qui est un problème? Est-ce que c'est le fait ici d'être dans ce monde de cette manière? Est-ce qu'on est l'intrus? Et ça vraiment, j'aimerais que vous sortiez de cette vidéo en comprenant que non, nous ne sommes pas l'intrus. La morale est l'intrus, le non-respect de notre nature, c'est ce qui est extrêmement intrusif. Ce n'est pas l'humain en tant que tel. Est-ce que l'humain est habitué? Est-ce que dans notre société, il y a de la place pour la bienveillance, pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir agir de manière civilisée? Ou est-ce qu'effectivement, à force de dérive et de cette moralité et de ces règles toujours qui nous entravent de plus en plus le cœur, est-ce que c'est le fait de bloquer cette roue qui nous empêche d'être complètement alignés avec notre être dans le sens le plus humain? Eh bien, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, ça ressemble à une forme de réponse. Et donc, dans le sens du fait que, voilà, on vise à soutenir ceux qui en ont besoin, à orienter ceux qui ont déjà passé ces phases où ils n'ont plus besoin justement que l'on les aide à se maintenir pour ne pas s'effondrer. Eh bien, j'avais envie de conclure, voilà, ici sur cette question. Je n'ai pas réellement, c'est pas que je n'ai pas de réponse, c'est que ça me demanderait une demi-heure de plus, donc j'ai envie de laisser ce point ouvert, de vous laisser aussi dans la réflexion pour que vous veniez alimenter ici ce thème en fait, de vos propres réactions. Parce que la réelle question qui va derrière, c'est si nous sommes une espèce qui par nature, par principe, est bienveillante et cultivée et civilisée, alors pourquoi devrions-nous contrôler ici cette nature? Finalement, elle se suffirait à elle-même. Et donc, on n'a pas besoin ici d'entraver, de bloquer notre cœur et ces règles que l'on s'impose. Alors, certes, il faut pouvoir suivre un processus qui permette à tout à chacun d'apprendre, de comprendre et donc d'intégrer pour non plus exclure. Et que c'est certainement ce phénomène ici qui revient à ne pas développer ces apprentissages, ces compréhensions pour intégrer, mais une utilisation dérivée par un sens moral qui permet vraiment de diviser, qui est peut-être le fond du problème ici de cette espèce, et qui implique toujours plus de contrôle, et en même temps, comme vous l'avez certainement compris, cette excuse ici que prennent de nombreuses personnes dans le fait d'exercer le contrôle, c'est de l'emprise, donc c'est quelque chose qui est extrêmement probablement valorisant pour ces personnes qui le portent, ce besoin irrépressible que certains êtres peuvent ressentir dans le sens ici du contrôle. Lorsque l'on voit à quel point les choses nous contrôlent nous-mêmes sans avoir atteint ici ces sommets, eh bien c'est que voilà, ça relève plutôt ici du processus. Et donc il faut qu'il y ait un phénomène ici d'ouverture, mais également une réconciliation profonde avec notre véritable nature, qui est celle d'avoir pris le costume, ici, non pas du personnage, mais de l'espèce, et d'avoir choisi celle-ci pour pouvoir conduire une expression, donne, voilà, ici, vraiment une nouvelle orientation à ce développement, et donc montre aussi à quel point il est important, vraiment très important, je crois, de développer ici notre pensée. Et j'espère en tout cas que cette vidéo aura su vous porter et vous apporter ici des choses en ce sens, mais voilà, vous saurez, j'imagine ici, l'exprimer. Voilà pour cette vidéo, pour cette capsule, un peu plus longue que ce que j'aurais souhaité. Bon, je crois que je vais arrêter peut-être de m'imposer cette règle de temps. Voilà, je m'engage à la faire sauter. Je dis ce qu'il semble juste et par thème. Et puis, écoutez, si effectivement c'est un peu plus long que ce que je vous aurais souhaité, parce que je sais que c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de temps à écouter, mais qu'à côté de ça, ça vous aura apporté quelque chose et que c'est intéressant, eh bien c'est pas le temps finalement qui compte, c'est plutôt le contenu. Donc
on va se libérer, voilà, ici de cette forme d'emprise qui est une sorte d'obligation. On veut voilà, que les choses soient facilement disponibles, mais finalement ça n'a peut-être pas tellement de sens. Donc on le fait sauter et puis on verra comment les choses évidemment ici se produisent pour la prochaine publication, donc dans 15 jours. On sera en Gémeaux, on va commencer à passer ici dans les thèmes les plus relationnels, mais dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.